Cette semaine, dans Afrique, nous nous rendons en Mauritanie, où les pêcheurs sénégalais peuvent enfin jeter leurs filets dans les eaux de leurs voisins du Nord, après des années de tensions. Nous nous envolons ensuite vers l'île de la Réunion. Là-bas, la guerre des requins est lancée par la fédération locale de surf pour rendre les eaux plus sûres après une récente recrudescence des attaques. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Près de 400 morts, plus de 10 000 habitations détruites, des centaines de milliers de personnes touchées. Le cyclone Idai est déjà l'une des pires catastrophes que l'Afrique australe ait connues. Au Mozambique et au Zimbabwe, le bilan du cyclone, des inondations et des glissements de terrain continue de grimper, 5 jours après le désastre. Ici, on n'a ni nourriture, ni vêtements, ni couverture pour la nuit. C'est un gros problème. On vit sans rien. Comment est-ce qu'on peut survivre? On souffre. Quelques jours après des inondations dévastatrices au Zimbabwe voisin, le président Mnangagwa a rendu visite aux victimes. Nous avons à manger pour tout le monde. Tous ceux qui ont perdu leurs vêtements, nous allons les remplacer. Alors que les organisations humanitaires ont été totalement prises de court par l'ampleur des dégâts, le programme alimentaire mondial, qui compte venir en aide à quelques 600 000 personnes dans la région, a commencé les distributions de nourriture. Des funérailles ont eu lieu dimanche dernier à Addis Abeba pour rendre hommage aux victimes éthiopiennes de l'accident d'Ethiopian Airlines, une semaine après le crash du Boeing 737 qui a tué les 157 passagers et membres d'équipage à bord. Ce n'est pas seulement le peuple éthiopien qui pleure, mais le monde entier. Nous pouvons avoir des couleurs différentes, nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève. 17 cercueils recouverts du drapeau éthiopien ont été emmenés par des voitures noires à travers les rues de la capitale jusqu'à la cathédrale de la Sainte Trinité. Malgré les manifestations antigouvernementales qui animent les rues d'Alger depuis plusieurs semaines, le président Abdelaziz Bouteflika a confirmé son intention de rester au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat le 18 avril, et ce jusqu'à ce que son successeur soit élu à une date à ce jour inconnue, une déclaration qui a relancé la vague de protestations. Il n'est pas question d'accepter le prolongement du 5e mandat, ni d'accepter que la transition se fasse sous l'autorité de ce régime. Vendredi, de nouvelles manifestations ont eu lieu pour une 5e semaine consécutive. Étudiants, professeurs, professionnels de santé, avocats ou magistrats ont tour à tour manifesté cette semaine, montrant que la mobilisation ne faiblit pas. Aucune sortie de crise ne semble émerger, chaque camp campe sur ses positions. Au moins un officier de police a perdu la vie samedi dernier à Kinshasa lors de manifestations des militants du parti du nouveau président Félix Tshisekedi. Ils exprimaient leur colère après leur défaite écrasante aux élections sénatoriales. Nous manifestons notre mécontentement. Comment vous pouvez comprendre la partie du pouvoir peut manquer un sénateur? Le parti du pouvoir ne peut pas manquer un sénateur. Nous avons eu des députés. Ces députés ont été trompés. Ces élections au suffrage indirect d'une centaine de sénateurs ont été remportées par des fidèles de l'ancien président Joseph Kabila, plus que jamais de retour au cœur du jeu politique congolais. En pleine période électorale, le président sortant Azali Assoumani assure que ses adversaires n'ont pas de raison d'avoir peur. Ces derniers l'accusent de dérive autoritaire et craignent qu'il ne sabote l'élection présidentielle. Si avant d'aller à la guerre, on crie qu'on est battu, ça veut dire qu'on a peur. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Même s'il a rendu les clés du pays il y a 2 mois pour faire campagne, M. Azali, 60 ans, fait figure de grandissime favori, au terme d'une campagne qu'il a écrasée en s'appuyant de tous les moyens de l'État. Le port de Nouakchott leur ouvre les bras. Ces pêcheurs sénégalais sont à nouveau les bienvenus dans les eaux mauritaniennes après plus de 2 ans de tension entre les deux pays. Un soulagement car la raréfaction du poisson dans les eaux sénégalaises oblige ces pêcheurs à jeter leurs filets dans les eaux de leurs voisins du Nord.
Auparavant, on pêchait illégalement dans les eaux mauritaniennes. On n'était pas rassurés. On prenait la fuite quand on apercevait une lampe. Dieu merci, maintenant, un accord existe. Les relations s'étaient crispées avec la Mauritanie car les pêcheurs sénégalais refusaient de se faire immatriculer ou de débarquer une partie de leur capture sur les côtes du pays. L'an dernier, l'un d'eux a été tué par des gardes-côtes. Désormais, 400 pirogues sénégalaises sont à nouveau autorisées à opérer au large, moyennant des taxes et un quota de la capture réservé au marché local. Les quantités vont augmenter, tout le monde va en bénéficier. Le petit artisan qui ne pouvait avoir que 50 kilos de poissons par jour en aura 100. Les sociétés qui traitaient passeront de 1 à 2 ou 3 tonnes. L'État va en profiter. Au lieu de 5 containers, on paiera pour exporter 10 containers. Le bénéfice est général. Le retour des Sénégalais va permettre de diminuer le prix du poisson sur les marchés locaux et redynamiser le secteur de la pêche qui n'a pas toujours été un secteur prisé par les Mauritaniens. Il y a ici à Nouakchott 52 sociétés qui ne travaillaient pas avant. Ils travaillent à 10% à 20% de capacité. Maintenant, ils vont travailler à 80% et ils vont augmenter l'emploi. Yaya espère aussi que le quota destiné au marché local augmentera pour répondre à la demande. L'entente cordiale est donc de retour entre les deux pays. Pour combien de temps ? C'est un spectacle qu'on croyait disparu à l'île de la Réunion. Bodyboarders et surfeurs pratiquant en toute sécurité dans des eaux où leur sport est pourtant interdit à cause du risque requin. De quoi redonner le sourire aux amateurs de glisse. Franchement, c'est soulageant, on peut quand même profiter un petit peu de l'océan grâce à la vigie, quoi. Et surfer sécurisé, ben voilà, tu ne penses pas, quoi, au requin, quoi. Le dispositif Vigie Requin renforcé, c'est la réponse de la Ligue réunionnaise de surf à la crise qui frappe l'île depuis 2011, avec plus de 30 attaques de requins, dont 11 mortelles. Caméras sous-marines, drones, 7 plongeurs et 2 bateaux. Une vingtaine de personnes au total se relaient pour assurer la sécurité d'un spot 5 jours par semaine. Et ça marche. On a eu 3 alertes l'année dernière, une suspicion, parce qu'il y a eu un grand vacarme sous l'eau et une grande prédation. Du coup, on a fait sortir les surfeurs avec l'alerte. Et les 2 autres fois, oui, c'était requin avéré, requin bulldog, qui était hors dispositif, donc observé à 10 mètres du dispositif. Donc pareil, on a fait sonner l'alerte et les surfeurs étaient évacués en 5 minutes. Quelques alertes, mais aucune attaque dans le cadre du dispositif mis en place en 2015 et aujourd'hui ouvert à tous les licenciés de la Fédération française de surf. Mais avec ses horaires et l'obligation d'avoir une licence dans un club, c'est un cadre trop contraignant pour certains. Ici, à 3 bassins, comme sur d'autres spots de l'île, les surfeurs libres sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, la visibilité est bonne, réduisant les risques d'attaque. Je vais dans des moments où l'eau est propre, il y a des petites vagues, je suis ces règles. Et voilà, la passion est plus forte que tout, hein. Donc voilà, je continue à surfer. Mais le danger est bien réel. Les surfeurs font donc aussi appel à la technologie. Des appareils comme celui-ci créent un champ électromagnétique destiné à repousser les requins. Ça rassure quand il y a beaucoup de monde avec ça quand même. On dit que ça fait peut-être un champ autour de nous qui limite l'action du requin. Les scientifiques travaillent toujours à expliquer l'augmentation fulgurante du nombre d'attaques de requins à La Réunion. Dans cet ancien paradis du surf, la communauté de la glisse n'a donc pas d'autre choix que de retenir son souffle en attendant des jours meilleurs. La 10e édition du carnaval annuel du Cap en Afrique du Sud a eu lieu le week-end dernier. Les festivaliers ont célébré la diversité dans une variété éblouissante de sons, de couleurs et de danses. Près de 55 000 personnes étaient présentes dans les rues de la capitale pour apprécier le spectacle. La nation arc-en-ciel n'est pas un mythe, c'est la réalité, c'est ici. Les gens le vivent et nous devons continuer dans cette voie. Inspirant de la célèbre version de Rio de Janeiro au Brésil, le carnaval du Cap s'est voulu rassembleur en favorisant la mixité dans une ville considérée comme l'une des plus gay-friendly du monde. C'est tout pour cette édition d'Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine.